Bonjour, j'espère que vous allez bien. Avant d'entamer le troisième chapitre relatif à l'environnement de l'entreprise, j'aimerais bien avoir, si vous avez des questions par rapport au contenu du chapitre précédent. Je vous rappelle qu'on avait discuté la question de la typologie, de l'entreprise. Et donc, cette typologie, elle est discuter, analyser selon deux dimensions, la dimension économique et la dimension juridique. Dans la dimension économique, on vous a dit que les entreprises peuvent être définies par rapport à leur appartenance au secteur économique. Rappelez-vous, secteur primaire, secteur secondaire et secteur tertiaire. Le secteur primaire regroupe donc les activités primaires, tout ce qui est agriculture, la pêche maritime et la forêt. Le secteur secondaire qui renvoie à l'industrie, à la transformation des matières premières issues du secteur primaire qu'on transforme en biens. Et par la suite, le secteur tertiaire qui renvoie aux services et au commerce. La deuxième composante de la classification économique, c'est ce qu'on a appelé la taille de l'entreprise pour distinguer les grandes entreprises, les moyennes entreprises, les petites entreprises et les très petites entreprises. Je vous ai présenté les principaux indicateurs ou principaux paramètres qui mesurent la taille, les effectifs, la valeur ajoutée, les capitaux propres, le bénéfice net et le chiffre d'affaires. Et on vous a dit qu'au Maroc, officiellement, les entreprises sont classées selon donc, le chiffre d'affaires réalisé. Rappelez-vous, on vous a présenté les quatre classes des catégories d'entreprises. Donc, lorsque le chiffre d'affaires est supérieur à 175 millions de dirhams, l'entreprise est considérée comme grande. Et par la suite, lorsque le chiffre d'affaires est inférieur à 175 millions de dirhams, l'entreprise est considérée comme une PME, petite et moyenne entreprise. Et là, à l'intérieur de la PME, il y a trois classes. Il y a donc les très petites entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 3 millions de dirhams, les petites entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 et 10 millions de dirhams, et les moyennes entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 et 175 millions de dirhams. Au niveau de la dimension juridique, on vous a expliqué deux critères. Le premier critère, c'est la propriété du capital social. Donc, le capital social que vous avez enregistré en comptabilité, qui compose soit des actions, lorsque l'entreprise adopte la forme de société de personnes, soit les actions pour les personnes ou les entreprises ayant le statut de société de capitaux, et les parts sociales lorsque l'entreprise adopte un statut juridique de personne physique. Et donc, ce capital social va nous permettre de distinguer l'entreprise privée, l'entreprise publique et l'entreprise semi-publique par rapport à la propriété du capital, à qui appartient le capital. Lorsque le capital est détenu totalement ou majoritairement par l'État, on parle d'entreprise publique. Lorsque le capital est détenu majoritairement ou totalement par les personnes privées, physiques ou morales, on parle d'entreprise privée. Et lorsque le capital est mixte entre à la fois l'État et les personnes, je dirais, privées, on parle d'une entreprise semi-publique. Deuxième critère de la dimension juridique, c'est la forme. La forme juridique, et on vous a présenté un tableau synthétique, si vous vous rappelez, des principales formes juridiques avec leurs caractéristiques. On avait parlé de l'entreprise individuelle, les sociétés en non collectif, les sociétés en commandite simple, la société anonyme et la société à responsabilité limitée. Et ces cinq formes juridiques ont été discutées et comparées selon plusieurs critères: le capital social, le nombre d'associés, les responsabilités des associés, le mode de gestion ou le dirigeant et l'obligation ou pas d'avoir un commissaire aux comptes. Donc voilà, grosso modo, un récapitulatif du deuxième chapitre ayant traité la question de la typologie à la fois économique et juridique des entreprises. Donc avant de passer au troisième chapitre, je ne sais pas si vous avez des questions. Bien que je vous ai créé un forum sur l'ENT, mais vous ne l'avez pas utilisé. Il n'y a pas de questions, il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas d'interaction. Il faut faire attention, le temps passe très vite.
Nous sommes déjà au troisième chapitre, donc vous devez préparer au fur et à mesure de l'avancement du cours. Je vous ai aussi mis en ligne les 2 premiers chapitres PDF sur l'espace cours. Je vous ai créé un forum de manière à vous poser vos questions, vos commentaires pour que je puisse interagir avec vous et répondre préalablement à vos questions. Et aujourd'hui, je vous donne encore la possibilité pour me faire part de vos questions ou de vos remarques. Donc, il n'y a aucune question, malheureusement. Donc voilà, je vous ai donné un récapitulatif du chapitre. Donc, je vais démarrer donc le troisième chapitre. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler environnement, l'environnement général de l'entreprise. Donc, l'entreprise et son environnement. On va essayer de définir l'environnement pour dire qu'est-ce qu'on entend par l'environnement, de quoi il est composé, de quoi il est constitué, et après on discute les 2 principaux environnements. Il y a l'environnement général, ce qu'on appelle le macro-environnement, et il y a l'environnement immédiat ou spécifique qui représente donc le micro-environnement, c'est-à-dire ce sont donc les éléments les plus proches de la réalité de l'entreprise. Donc, en guise d'introduction, on vous a déjà expliqué que l'entreprise est une entité ouverte. Elle interagit avec un environnement, qu'elle soit locale, qu'elle soit régionale, nationale ou internationale, quelle que soit la taille de l'entreprise et son secteur d'activité, l'entreprise est amenée à interagir avec un écosystème, un contexte qu'on va appeler ou considérer comme un environnement et qui impacte considérablement le devenir de l'entreprise. Je vous donne un exemple très simple que vous vivez actuellement, c'est la crise sanitaire suite à la propagation du virus Covid-19. Donc ça, c'est une crise qui émane de l'environnement externe de l'entreprise et qui impacte ses activités et son devenir. Donc, comment la crise sanitaire a impacté l'entreprise? Je vous donne l'exemple du télétravail, donc où les salariés ils étaient amenés à travailler à partir de chez eux au lieu de se déplacer en entreprise. Et donc, il n'y a plus de contact physique, et donc on passe à un contact virtuel. Donc, de la même manière, donc vous devez garder à l'esprit qu'une entreprise est une entité ouverte en interaction avec un environnement, un écosystème. Cet environnement impacte positivement ou négativement l'avenir de l'entreprise et par conséquent, le manager doit analyser cet environnement, doit être à l'écoute de cet environnement de manière à suivre ses tendances. Et donc, qu'est-ce qu'on entend par l'environnement? L'environnement, c'est ce qu'il y a autour de l'entreprise, à proximité immédiate ou plus lointaine. Donc, c'est vraiment l'écosystème dans lequel l'entreprise opère et évolue. Et donc, ce concept, il est relativement dynamique. Pourquoi il est dynamique? Parce qu'il change, il est en perpétuelle évolution. Il n'est pas stable, il est instable. Et il change en fonction de plusieurs paramètres économiques, politiques, sociétaux, etc. Et donc, l'entreprise ne peut pas avancer, ne peut pas se développer sans prendre en considération les changements induits par son environnement. D'où l'importance de ce chapitre, d'abord de vous sensibiliser par rapport à l'importance de l'environnement, par rapport aux composantes de l'environnement et par la suite, comment on peut analyser cet environnement pour pouvoir répondre aux objectifs fixés par la direction générale ou par l'entreprise au sens large. C'est ce qu'on va essayer un peu d'étudier tout au long de ce chapitre. Donc, l'environnement est un ensemble des éléments extérieurs susceptibles d'influencer l'activité de l'entreprise et toucher son équilibre de manière positive, ce qu'on appelle les opportunités. Donc, ce sont des événements favorables à l'activité de l'entreprise ou négatives
c'est-à-dire des événements qui peuvent mettre en péril, mettre en danger l'activité et le devenir de l'entreprise. Et donc, il y a ce qu'on appelle le macro-environnement, c'est l'environnement global, et il y a le micro-environnement, c'est l'environnement immédiat ou spécifique de l'entreprise. Donc, il y a plusieurs composantes de l'environnement. Première composante, c'est ce qu'on appelle la nature, l'environnement naturel. Il met en relief la relation entre l'entreprise et la nature. Cette relation n'a pas arrêté de se dégrader durant les dizaines d'années de production intensive, ce qu'on a appelé les 30 glorieuses. Parce que, comme vous le savez, donc, il y a toujours de la surexploitation des ressources naturelles. Ce sont les matières premières que les entreprises utilisent pour fabriquer leurs biens, leurs produits. Et donc, par conséquent, dans l'utilisation des facteurs de production, il va y avoir des dégradations de l'environnement naturel, de la biodiversité, de systèmes écologiques, etc. Donc, la consommation de masse s'est faite au détriment de la nature. Et nous avons remarqué donc plusieurs comportements qui dégradent l'environnement naturel, notamment la pollution de l'air, de l'eau, le trou dans la couche d'ozone, l'effet de serre, la diminution des forêts et l'augmentation du désert. Donc, ce sont autant de manifestations de la crise environnementale écologique que les entreprises ont induit à partir de leur activité. Et donc, à partir de là, quand on parle environnement naturel, on va distinguer les risques écologiques liés à l'activité de l'entreprise à travers sa production. Comme on a déjà vu dans le premier chapitre, de point de vue économique, l'entreprise représente une entité économique qui va utiliser des facteurs de production et qu'il va transformer en biens. Dans cette transformation, il se peut que l'activité de l'entreprise va générer des risques écologiques qui vont dégrader l'environnement naturel, la biodiversité, le système écologique. Comment ces risques vont se manifester? Par exemple, la production pollue l'air ou les eaux environnantes par ces déchets, donc les problèmes de décharge. La production utilise des matières premières non renouvelables, comme le pétrole, le gaz, le charbon. Les risques écologiques liés aux produits fabriqués par l'entreprise concernent des atteintes à l'environnement, utilisation des produits chimiques, voitures et rejets des COD, objets non biodégradables qu'on retrouve dans les déchets, les mers qui sont de plus en plus polluées, etc. Bref, l'activité de l'entreprise peut impacter la santé publique, la santé des citoyens, des riverains, donc de l'environnement qui encadre l'activité de l'entreprise. Parallèlement, au-delà des risques écologiques induits par l'activité de l'entreprise, et donc là l'entreprise doit réagir. Comment elle va réagir? En mettant en place un système de management qui permet la protection de l'environnement. Quand on a des déchets, il faut les recycler. Quand on a des externalités négatives qui dégradent l'environnement, il faut penser à des projets qui laissent un impact positif sur l'environnement. D'où donc l'importance de prendre en considération l'environnement naturel, parce que l'activité de l'entreprise peut générer des pollutions ou des dégradations quant à l'écosystème écologique et la biodiversité. Et parallèlement, au-delà des risques écologiques, l'entreprise peut également réfléchir à des apports. Donc, elle peut même donner de la valeur ajoutée sur le plan donc, de l'environnement naturel, à travers le développement de ce qu'on appelle des écoproduits. Donc, le développement des écoproduits respecte l'environnement. Ce sont généralement des produits biodégradables, ainsi que les produits recyclables, comme les pièces qu'on peut récupérer, qu'on peut retraiter. Donc, souvent, ce sont des produits récupérés après traitement, comme les meubles, par exemple, en carton recyclé.
Et donc là, l'entreprise essaie de réutiliser les déchets générés par sa production. Il y a aussi ce qu'on appelle l'innovation, la créativité, qui permettent de développer des produits amis avec l'environnement, donc des produits qui ne dégradent pas l'écosystème écologique et la biodiversité. Et à travers cela, l'entreprise fait un investissement dans le cadre de ce qu'on appelle la recherche et développement et qui permettent de développer des emballages qui sont facilement biodégradables ou même qu'on peut traiter facilement de point de vue environnement, de point de vue écologique. Comme par exemple le remplacement des sacs en plastique par d'autres produits donc, qui sont biodégradables et qui peuvent être traités facilement par la terre ou l'environnement. Il y a aussi ce qu'on appelle le développement des technologies propres, qui sont des procédés industriels innovants qui permettent donc de diminuer les gaspillages en utilisant donc le recyclage des différents processus de production et à partir de là, on met en puissance l'industrie. Je donne aussi l'exemple de l'industrie des énergies renouvelables, l'énergie éolienne, l'énergie renouvelable qu'on peut utiliser, l'énergie solaire, l'énergie éolienne, qu'on peut utiliser comme alternative à des sources énergétiques non renouvelables, le gaz, le pétrole et le charbon. En ce qui concerne donc, toujours les apports de l'environnement à l'entreprise, donc dans un souci écologique et de protection de la nature, la recherche permet le développement de nouveaux marchés liés au recyclage et à la défense de l'environnement. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus d'activités commerciales autour des produits écologiques ou des produits qui sont facilement biodégradables. Je vous donne l'exemple des produits bio, tout simplement, qui sont de plus en plus demandés par les consommateurs et qui ont des effets relativement maîtrisés sur la santé des individus, sur le bien-être des individus. L'État intervient aussi à travers l'encadrement. Il y a des textes juridiques, il y a aussi des impôts. On peut même imposer des écotaxes, des impôts pour les entreprises qui polluent et qui ne respectent pas l'environnement. L'État peut aussi intervenir en exigeant aux entreprises un management respectueux des conditions de l'environnement, donc les conditions d'exploitation des ressources naturelles, de manière à réduire l'impact négatif sur l'environnement. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus de la notion de développement durable. C'est un développement économique qui répond aux besoins des générations actuelles sans compromettre les besoins des futures générations. Et à partir de là, on doit se développer sur le plan économique sans compromettre ou sans épuiser les ressources naturelles dont on dispose. Et donc là, il s'agit de croiser à la fois la dimension économique avec la dimension environnementale pour pouvoir satisfaire les besoins actuels et les futurs besoins des générations futures. Deuxième composante du macro-environnement, donc on a vu l'environnement naturel, l'entreprise opère et évolue dans un territoire et par conséquent, elle va exploiter des ressources naturelles. Dans sa production, dans ses activités, elle ne doit pas, je dirais, polluer, elle ne doit pas laisser des impacts négatifs sur l'environnement. Et par conséquent, elle doit prendre en considération l'enjeu environnemental dans son management, dans sa façon de gérer les activités. Deuxième composante, c'est l'environnement économique et social. Donc, il s'agit d'un ensemble d'éléments qui sont aussi externes par rapport à l'entreprise et qui peuvent influencer donc son équilibre et son activité. L'entreprise se doit de tout faire pour maîtriser son environnement et pour assurer sa survie et son développement. Elle doit défendre ses intérêts particuliers, les intérêts des propriétaires, actionnaires ou associés, les intérêts des salariés, des organismes qui lui ont prêté de l'argent et de l'État. Donc, l'ensemble des parties prenantes. Rappelez-vous, on vous a dit que l'entreprise est une unité de production, mais également une unité de répartition de la richesse et de la valeur produite.
La valeur ajoutée, elle est partagée avec l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, de telle sorte que on doit satisfaire les attentes de tout un chacun. Donc, dans l'environnement général, ce qu'on appelle le macro-environnement, donc on va avoir plusieurs variables macroéconomiques. Vous allez voir en introduction à l'économie. Et donc, l'environnement général regroupe des éléments qui influencent de manière directe et indirecte l'action de l'entreprise. Ce sont des éléments qui sont liés à la politique économique de l'État, à l'environnement international, à la technologie, aux aspects sociaux et culturels et aux aspects réglementaires, notamment les textes juridiques. Donc voilà, dans l'environnement général, le macro-environnement, on va avoir l'action de l'État, l'action économique de l'État, le marché international, le développement technologique, la dimension sociale et culturelle et la dimension juridique. Commençons donc par l'environnement international. Donc, comme vous le savez, l'entreprise peut réaliser des relations ou des opérations avec le reste du monde, c'est-à-dire l'international, donc le marché. Donc, dans ces relations économiques internationales, les entreprises peuvent avoir des opportunités et avoir aussi des contraintes, parce que l'accès au marché n'est pas systématique. Le Maroc est signataire des accords de l'Organisation mondiale du commerce, ce qui entraîne le libre-échange, c'est-à-dire que les biens peuvent circuler librement entre le Maroc et le reste du monde. Des marchés ouverts, donc il y a la libre entrée, la circulation sur les marchés internationaux et une concurrence de plus en plus internationale. C'est-à-dire que les entreprises marocaines auront à la fois des concurrents nationaux à l'échelle du marché domestique, mais également des entreprises internationales qui vont aussi rentrer en concurrence avec les entreprises marocaines sur le marché. Et donc, le Maroc est un partenaire de plusieurs forces internationales comme l'Union européenne, comme les États-Unis d'Amérique, comme la Chine, la Turquie, etc. Et donc, le Maroc a signé plusieurs accords, plusieurs conventions qui permettent donc la coopération internationale et surtout le libre-échange. Cela signifie que les entreprises marocaines peuvent exporter leurs biens et services librement dans le cadre de ces conventions, mais également les entreprises marocaines peuvent subir la concurrence sur le marché national. Donc, en tant que consommateur marocain, localement, donc au niveau du marché national, vous allez retrouver à la fois des marques nationales, mais aussi des marques internationales. Donc, cet environnement fait référence à la structure de l'économie en tenant compte de plusieurs variables liées principalement à la politique économique de l'État. Donc, les entreprises doivent prendre des décisions en tenant compte de ces accords, de ces conventions qui peuvent faciliter, donc ils peuvent laisser des opportunités parce que les entreprises peuvent exporter à l'international une partie de leur production, donc ils peuvent vendre leurs biens sur l'international, mais également des menaces, parce que quand il y a le libre-échange, cela signifie que même à l'échelle locale, à l'échelle nationale, vous pouvez avoir des entreprises étrangères qui vont intervenir sur le marché national et qui peuvent mettre en péril aussi la survie de certaines entreprises locales où la concurrence devient de plus en plus importante et à dimension internationale. Et donc, dans ce contexte, les entreprises doivent prendre en considération la conjoncture économique, donc le climat général par rapport aux conditions économiques sur le marché national et international, et qui peut impacter son activité. Je vous donne un exemple. Sur le marché international, avec la fluctuation des prix de matières premières. Lorsque les matières premières évoluent sur le marché international, donc leurs valeurs peuvent augmenter comme ils peuvent baisser. Lorsque la valeur augmente, cela signifie que l'entreprise va subir des coûts supplémentaires. Lorsque la valeur baisse, cela signifie que l'entreprise va générer des économies sur les prix des matières premières qu'elle utilise.
Au-delà de la dimension économique, qui renvoie à la fois au marché national et au marché international, aux politiques économiques de l'État, le deuxième composant de l'environnement, c'est le développement technologique. Donc, aujourd'hui, de plus en plus, la technologie devient importante pour le management de l'entreprise, pour la gestion efficace. Donc, importance de l'évolution des techniques scientifiques en constante évolution, de plus en plus rapide à cause de la concurrence, le développement de la recherche scientifique de manière à développer des nouvelles méthodes de production, de management, etc. Et donc, de plus en plus, aujourd'hui, on parle de la digitalisation avec l'utilisation du numérique, des systèmes d'information, des outils informatiques et qui permettent, bien entendu, d'améliorer l'efficacité en matière de management. Là encore, mais cette technologie coûte cher, rappelez-vous. Donc, puisque le Maroc ne produit pas suffisamment de développement technologique et souvent ce sont des choses qui sont importées de l'international. Donc là encore, il y a des coûts aussi à avoir pour bénéficier des avantages de la technologie. Et donc, on remarque bel et bien l'influence du système technologique sur la compétitivité des entreprises à travers le développement de la recherche scientifique et de l'innovation technique. Troisième composante, donc c'est l'environnement socioculturel. Donc là encore, l'entreprise ne peut pas évoluer sans tenir compte de la dimension sociale, de la dimension culturelle qui influence les attitudes et les comportements des consommateurs. Et donc, pour pouvoir vendre un bien sur le marché, vous devez tenir compte de la dimension socioculturelle. Donc, les valeurs, les coutumes, les traditions, les modes de vie, les besoins, tout simplement, qui expriment donc ou qui se reflètent dans les attitudes et les comportements des consommateurs. Et donc là, les variables socioculturelles sont indispensables pour réussir la vente ou la commercialisation des produits sur un marché. D'où l'importance de prendre en considération la dimension socioculturelle. Cinquième élément, c'est l'environnement institutionnel et juridique. Donc cet environnement établit l'ensemble des règles que l'entreprise doit respecter, telles que la fiscalité, le droit commercial, le droit social, le code du travail, la loi sur la concurrence, la loi de protection des consommateurs, à la fois à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale. À cela s'ajoute également le système politico-juridique, le système judiciaire, le gouvernement et l'ensemble des forces politiques, les organisations syndicales, les partis politiques, qui peuvent aussi influencer la décision d'investissement ou les décisions en entreprise. Cet environnement institutionnel peut imposer des contraintes dans le cadre des textes et lois que l'entreprise est amenée à respecter, mais également des opportunités. Lorsque le gouvernement met en place des stratégies de développement, cela donc génère des opportunités pour les entreprises pour qu'elles puissent s'investir là où l'État souhaite, à travers donc l'incitation à l'investissement, les avantages fiscaux et toutes les politiques économiques à l'appui des entreprises. Et donc les entreprises sont en constante relation avec les organismes de l'État qui interviennent au niveau de l'inspection de travail, des administrations locales. Donc tant qu'il y a des textes juridiques à respecter, donc il y a du contrôle. Par exemple, si vous ne respectez pas les normes comptables, l'entreprise peut subir un contrôle fiscal de la part de la Direction générale des impôts, de manière à lui imposer des amendes fiscales et des sanctions qu'elle doit donc assumer. De la même manière, quand il y a le droit de travail qui n'est pas respecté, l'entreprise peut subir un contrôle de l'inspecteur du travail de manière à vérifier le respect du texte juridique ou du droit du travail dans le cadre de la relation sociale qui relie les employés et les employeurs. Donc, bref, dans l'environnement institutionnel et juridique, on tient compte à la fois des textes juridiques, du droit imposé à l'État et des différentes décisions qui émanent du gouvernement, des forces politiques, notamment les décideurs politiques qui peuvent favoriser ou défavoriser le développement des activités de l'entreprise. Il y a l'environnement démographique, notamment à étudier ses spécificités
et socio-professionnel, donc tous les critères démographiques qui permettent d'avoir une idée sur la structure de la population. Combien y a-t-il de jeunes, combien y a-t-il de femmes, combien y a-t-il de salariés, de chômeurs, etc. Et ces critères permettent à l'entreprise de se positionner par rapport à ses consommateurs. Pour comprendre et étudier le profil et le comportement du consommateur, vous avez besoin de connaissances préalables des caractéristiques démographiques de la population. Ça peut être à l'échelle nationale, mais ça peut être aussi segmenté à l'échelle de chaque région, de chaque ville, de chaque territoire. L'environnement géographique fait référence au territoire d'implantation, la localité de l'entreprise, le climat, la qualité des sols, la richesse des sous-sols, l'infrastructure, etc. Bref, c'est le lieu d'implantation de l'entreprise qui a une importance fondamentale par rapport à l'accès aux matières premières, au transport, à la main-d'œuvre, la clientèle, les avantages fiscaux qui sont spécifiques à une ville, à un territoire. Bref, l'ensemble donc des forces locales qui peuvent impacter donc l'activité et le développement donc de l'entreprise. L'environnement immédiat ou spécifique, c'est ce qu'on appelle donc l'environnement le plus proche de l'entreprise et qui est composé par des acteurs très proches à l'entreprise, les prestataires, les clients également. Donc, il comprend l'environnement immédiat, il comprend les éléments qui influencent directement ou indirectement l'action de l'entreprise et sur lesquels elle a plus ou moins un pouvoir pour agir dans un cadre d'un circuit relativement organisé. Et donc là, quand on parle de l'environnement immédiat ou spécifique, le micro-environnement, on fait référence principalement aux partenaires du circuit économique que vous avez étudié, les collaborateurs, les salariés, les fournisseurs, les prestataires, les clients, les consommateurs, etc. Première composante, c'est l'environnement concurrentiel. Il est composé donc principalement par les clients, les fournisseurs, les concurrents. Donc on distingue les partenaires de l'entreprise en amont, ce sont les fournisseurs qui accordent donc la matière première aux entreprises pour la production du bien. Les partenaires en aval, ce sont les clients. Et à partir de là, donc, sur le marché, où il y a des concurrents qui peuvent, bien entendu, intervenir en offrant le même bien ou le même service. Donc, les clients peuvent être des particuliers ou des entreprises, présents et à venir, donc actuels ou futurs. Les entreprises font des efforts pour satisfaire les clients en termes de quantité à produire, de qualité des produits et la formation de prix. Et donc, le client a le choix. C'est ce qui justifie donc la concurrence, puisque le client va arbitrer entre l'offre de l'entreprise et l'offre du reste, des concurrents. Deuxième composante de l'environnement concurrentiel, ce sont les fournisseurs, particuliers entreprises. Donc, vous pouvez avoir des individus ou des organisations qui vont vous fournir de la matière première. Les fournisseurs permettent l'approvisionnement à l'entreprise. Donc, il y a concurrence pour le grand bien des entreprises qui ont le choix de l'autonomie ou de la fidélité. Et l'entreprise choisit son fournisseur en fonction des coûts, des quantités, de la qualité et de la sécurité des approvisionnements. Bien sûr, lorsque vous allez acheter une matière première, vous devez vérifier plusieurs offres, plusieurs propositions qui émanent de plusieurs fournisseurs et vous allez choisir un fournisseur qui va vous offrir la meilleure possibilité en matière de coût, de quantité, de délai de livraison, la qualité et la sécurité des approvisionnements. Et enfin, il y a les concurrents qui offrent des produits semblables, des biens ou des services, et qui peuvent, je dirais, mettre en jeu l'offre de l'entreprise. Il faut savoir que l'entreprise vend et achète sur des marchés, donc il y a donc des relations de concurrence, mais aussi de complémentarité entre les entreprises. Les relations de client à fournisseur sont dites complémentaires parce qu'il y a un intérêt commun. Les fournisseurs cherchent à vendre sa matière première, le client attend de l'entreprise un bien qui répond à ses besoins. Et à partir de là, donc, il y a un intérêt commun parce que dans cette chaîne,
chacun est satisfait, les fournisseurs offrent leurs matières premières, l'entreprise utilise la matière première, la transforme en bien qu'elle va donc vendre aux clients. Et à partir de là, les trois parties prenantes sont dans une relation win-win, c'est-à-dire gagnant-gagnant. D'où donc la complémentarité des relations entre l'entreprise, client et fournisseur, et il y a donc un intérêt commun. C'est la création de valeur, c'est la création de richesse. Une entreprise se doit d'être compétitive et capable d'affronter la concurrence. Comme je vous ai dit, l'entreprise est souvent n'est pas seule sur un marché, donc il y a d'autres entreprises concurrentes qui proposent le même bien, le même service. Le client a le choix sur un marché et par conséquent, il va arbitrer entre les différentes propositions de telle sorte que l'entreprise, pour maintenir la continuité de son activité, elle est censée donc répondre aux attentes des consommateurs en leur offrant la meilleure possibilité en termes de produits et de prix, qualité-prix, donc rapport qualité-prix. La compétitivité se mesure aux résultats commerciaux et à la part de marché détenue par chaque entreprise. Elle doit donc élaborer une stratégie pour se distinguer sur le marché. Donc avoir une marque, avoir une politique commerciale pour qu'elle puisse se distinguer, améliorer son image et sa réputation auprès du marché, auprès des clients actuels et potentiels. Il y a donc les partenaires financiers. Donc on a vu dans l'environnement immédiat spécifique, on a vu l'environnement concurrentiel, donc les clients. Il y a aussi des partenaires financiers, ce sont les prêteurs, les individus ou les organisations qui prêtent de l'argent à l'entreprise pour qu'elle réponde à ses besoins de financement, comme par exemple les banques, les sociétés financières, qui influencent aussi les décisions de l'entreprise. On vous a écrit ici que ces institutions sont très importantes. S'ils ferment le robinet, c'est-à-dire s'ils arrêtent de financer les entreprises, l'économie s'écoule. Donc on est dans une crise de financement. Parce que de plus en plus, les entreprises, pour qu'elles se développent, elles demandent souvent un financement, donc de l'argent, des ressources financières pour pouvoir évoluer. Et donc, quand il y a des difficultés d'accès au financement, donc ça peut déclencher une crise à l'échelle de l'économie. D'où l'importance de prendre en considération la relation avec les partenaires financiers parce qu'ils soutiennent financièrement les activités de l'entreprise et par conséquent, ils conditionnent sa croissance et son développement. L'environnement social, donc c'est le domaine des besoins et des attentes des travailleurs, des employés vis-à-vis de l'entreprise. Et donc cette entreprise, elle a intérêt à attirer et motiver les ressources humaines qu'elle peut avoir formées et qui sont compétitives. Donc là, dans cet environnement social, il y a principalement les salariés, les employés, ayant un contrat de travail avec l'entreprise, les syndicats, les organisations syndicales, ayant pour but de défendre les revendications sociales des travailleurs, des employés, et il y a aussi les associations d'influence, comme par exemple les associations de la protection des consommateurs, et ils cherchent donc de défendre l'intérêt des consommateurs pour ne pas avoir des produits qui ne répondent pas à leurs besoins ou tout simplement avoir des produits dont la satisfaction est compromise. Et donc, la réaction de l'entreprise face à cet environnement est relativement, je dirais, différente en fonction de la taille de l'entreprise. Généralement, les grandes entreprises sont beaucoup plus à l'aise par rapport à l'environnement parce qu'ils ont une certaine structure, ils sont enracinés dans leur marché. Par conséquent, ils peuvent résister aux éventuelles crises, aux éventuelles turbulences de l'environnement. Alors que les PME, les petites et moyennes entreprises, sont souvent fragiles par rapport à l'environnement comparativement aux grandes entreprises. Donc là, schématiquement, on synthétise l'environnement de l'entreprise selon donc les dimensions qu'on avait discutées. Donc il y a d'abord
l'environnement économique général, qui prend en considération les politiques économiques de l'État, les différentes variables macroéconomiques qui peuvent influencer donc l'entreprise. Il y a l'environnement social, les salariés, les syndicats, les associations de protection de consommateurs qui peuvent aussi influencer l'entreprise. L'environnement concurrentiel, composé principalement par les clients, les fournisseurs, les concurrents. L'environnement technologique, donc, qui permet d'analyser l'accès de l'entreprise aux nouvelles technologies, au développement technologique, sa dépendance à l'égard du développement des technologies et son degré donc de digitalisation, par exemple. L'environnement institutionnel et juridique, qui renvoie donc déjà au texte juridique, au droit que l'entreprise doit respecter, et l'influence des décideurs politiques sur son activité. L'environnement socioculturel, qui renvoie aux valeurs, aux traditions, aux coutumes, qui expliquent les modes de vie, les habitudes de consommation que l'entreprise doit prendre en considération pour répondre aux besoins des consommateurs. Et l'environnement démographique, qui décrit les caractéristiques démographiques d'une population en termes d'âge, en termes de genre, en termes de classe sociale, en termes de revenus, de pouvoir d'achat, etc. Donc voilà, globalement, ce qu'on entend par l'environnement au sens large, à la fois le macro-environnement, composé par des variables macroéconomiques qui influencent les décisions et les activités de l'entreprise, et le micro-environnement qui renvoie effectivement à un environnement immédiat, spécifique, très proche de la réalité de l'entreprise, matérialisé principalement par les différents partenaires sociaux, économiques, qui relèvent du circuit économique que vous avez étudié en introduction à l'économie. Donc voilà, grosso modo, ce qu'on entend par l'environnement de l'entreprise. Donc, avant d'avancer, je vais revenir sur vos commentaires. Voilà, je vais lire un peu. Voilà, donc si vous le permettez, je vous écoute si vous avez des questions, des commentaires, pour pouvoir vous expliquer davantage les composantes de l'environnement. L'environnement social. L'environnement social représente les relations sociales que l'entreprise peut avoir, notamment la relation avec les salariés, avec lesquels elle a un contrat de travail, la relation avec les organisations syndicales qui cherchent à défendre les droits sociaux des employés en répondant un peu, en défendant leurs revendications sociales. Et il y a aussi les associations d'influence, comme les associations de la protection des intérêts des consommateurs. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Donc, il n'y a pas de problème par rapport au son. Parce qu'il y a des personnes qui me demandent d'activer le micro. Le micro est déjà activé. L'environnement démographique renvoie aux caractéristiques démographiques. C'est la démographie d'une population. Par exemple, la structure d'âge. Sur la population marocaine, combien on a de jeunes, combien on a de femmes, combien on a d'enfants, combien on a de personnes vieilles, etc. Par exemple, les classes sociales, combien on a le degré de pauvreté, taux d'activité, le chômage aussi, taux de chômage au niveau d'un pays, d'une économie, d'une ville, les classes sociales, etc. Donc, toutes les dimensions qui caractérisent la démographie d'une population. Vous pouvez expliquer l'environnement socioculturel. L'environnement socioculturel est composé par la culture, les valeurs, les variables de la culture. C'est quoi la culture? C'est les coutumes, les traditions, les croyances religieuses qui expliquent les habitudes, les modes de vie, les comportements des individus. Grâce à l'environnement socioculturel, par exemple, on arrive à comprendre les besoins des consommateurs en leur offrant un bien ou un service qui répond à leurs besoins en tenant compte de leurs spécificités socioculturelles.
notamment les coutumes, les traditions, les valeurs, les croyances religieuses qui sont spécifiques à une culture. L'environnement économique général renvoie aux politiques, c'est les politiques économiques, la politique monétaire, la politique budgétaire, le taux de change, le PIB, le produit intérieur brut, le revenu national, la consommation nationale, l'accès aux matières premières, donc toutes les variables macroéconomiques qui influencent la décision et l'activité de l'entreprise, comme le taux d'intérêt, par exemple, sur un crédit bancaire, le taux de change pour la devise, quand on souhaite, par exemple, exporter, importer, on doit convertir le dirham en devise, donc on doit savoir quel est le taux de change, combien représente la valeur d'un dirham par rapport à l'euro, par rapport au dollar. Quand on souhaite avoir un crédit bancaire, le taux d'intérêt change en fonction de la politique monétaire, en fonction de plusieurs paramètres macroéconomiques sur le marché monétaire ou le marché interbancaire. Voilà, donc toutes les variables macroéconomiques qui influencent la décision et l'activité de l'entreprise et qu'on qualifie comme politique économique, notamment la politique monétaire, la politique budgétaire, la politique fiscale, etc. L'environnement concurrentiel, il est composé principalement par la relation de l'entreprise avec ses clients, la relation avec les clients. L'entreprise doit satisfaire les besoins des clients, la relation avec les fournisseurs. L'entreprise doit choisir un fournisseur qui lui offre, je dirais, la meilleure possibilité en matière de coût, en matière de délai de livraison, de la qualité des matières premières, de la sécurité des approvisionnements, etc. Et par la suite, la relation avec la concurrence, puisque l'entreprise n'est pas seule sur un marché, donc il y a d'autres concurrents, il y a d'autres entreprises qui offrent le même bien, le même service sur un marché, et par conséquent, elle doit prendre en considération l'ampleur, l'intensité de la concurrence sur un marché. Comment on peut étudier l'environnement grâce à une matrice? Je vais vous par la suite à travers la matrice SWOT. On va faire une analyse de l'environnement pour pouvoir identifier effectivement toutes ces composantes. Les partenaires financiers, ce sont les prêteurs, les personnes ou les organisations qui prêtent de l'argent à l'entreprise, comme par exemple les banques. Lorsque l'entreprise a besoin de l'argent pour financer un projet d'investissement ou un projet de développement ou pour répondre à n'importe quel besoin en termes de financement, il peut solliciter la banque pour avoir un crédit. Et donc là, la banque constitue un partenaire financier pour l'entreprise et qu'il va l'aider, bien entendu, à répondre à ses besoins. L'idée est simple. Vous devez comprendre que l'entreprise est une entité ouverte et n'est pas fermée. Elle est ouverte sur un environnement. C'est quoi cet environnement? C'est à la fois ces variables. Il y a l'environnement économique général, il y a l'environnement juridique institutionnel, il y a un environnement socioculturel, il y a un environnement démographique, il y a un environnement technologique. Donc, il y a tout un ensemble de variables, de paramètres que le manager doit prendre en considération dans la gestion et le management de l'entreprise. Et il y a aussi l'environnement immédiat, qui est le plus proche de l'entreprise. Sa relation avec les clients, sa relation avec les fournisseurs, sa relation avec les prestataires, sa relation avec les concurrents, sa relation avec l'État, les organisations publiques, etc. Donc, c'est ce que vous devez garder à l'esprit. C'est que l'entreprise n'évolue pas toute seule. Elle a donc des partenaires, des acteurs qui participent à sa gestion, à la décision. Et par conséquent, ces acteurs constituent donc ce qu'on appelle un environnement. Comment un environnement influence l'activité de l'entreprise? Un exemple. Ikram, je vous ai donné l'exemple de la crise sanitaire, Covid-19. Ça, c'est une variable qui émane de l'environnement externe et qui impacte le management, la gestion d'entreprise.
Donc, suite à la propagation du virus, l'entreprise était amenée à se transformer en monde virtuel à travers le télétravail. Au lieu donc de recevoir les salariés sur les lieux de travail, sur les bureaux, pour qu'ils réalisent leurs tâches et leurs missions, on était amené à utiliser donc un système d'information, des outils informatiques, la technologie, la digitalisation. Et donc voilà, l'environnement a influencé le management de l'entreprise. Donc là, le Covid-19 a impacté le mode de travail en passant d'un travail physique à un travail virtuel, à travers ce qu'on appelle le télétravail. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Donc de la même manière, n'importe quelle composante ici, vous ne pouvez pas, par exemple, offrir un bien à un consommateur sans connaissance préalable de sa culture. Parce qu'un bien doit répondre à un besoin. Et donc, pour le commercialiser, pour essayer de convaincre le consommateur, vous devez quand même connaître ses modes de vie, ses habitudes, ses comportements. Et donc, ces habitudes et ces comportements s'expliquent, entre autres, par sa culture, par ses coutumes, par ses traditions, par ses valeurs, par ses croyances religieuses. D'où l'importance de prendre en considération les composantes de cet environnement dans le management de l'entreprise. Oui, dans le cadre du micro-environnement, c'est l'environnement le plus proche à l'entreprise. Donc, c'est les partenaires de l'entreprise. C'est pour cela qu'on parle de micro-environnement, parce qu'ils constituent les acteurs qui sont en relation directe avec l'entreprise, comme les collaborateurs, les consommateurs, les concurrents, les fournisseurs, les partenaires financiers, les propriétaires, les actionnaires, les associés, etc. Le libre-échange fait partie de l'environnement économique. Le libre-échange, c'est quoi? C'est un contrat. C'est un contrat signé entre deux pays ou plusieurs pays. Par exemple, nous avons un contrat de libre-échange entre le Maroc et la Turquie, entre le Maroc et la Tunisie, entre le Maroc et l'Égypte, entre le Maroc et la Jordanie, entre le Maroc et les États-Unis d'Amérique. Donc, c'est une convention internationale conclue entre deux pays ou plusieurs pays, comme par exemple l'Union européenne, ils sont plusieurs. L'objectif, c'est quoi? C'est à travers cette convention, on va faciliter le libre-échange, libre, c'est-à-dire la libre circulation des biens et services entre deux pays. Par exemple, entre le Maroc et la Turquie, l'ensemble des biens sont librement échangeables, sans des droits de douane, sans barrière à l'entrée, sans des barrières à la sortie. C'est pour cela que vous remarquez dans le marché national, il y a plusieurs produits turcs, de la marque turque, qui sont commercialisés au Maroc librement, comme LC Waikiki. Donc tout le monde connaît LC Waikiki. C'est une marque turque qui vient au Maroc sans aucun problème, sans aucun droit ni barrière à l'entrée ni à la sortie, grâce à cet accord qui est conclu entre le Maroc et la Turquie et qui favorise la libre, je dirais, circulation des biens et des services entre les deux pays. L'environnement géographique fait partie de l'environnement économique général. Pourquoi? Parce que quand on parle de géographie, on parle de territoire d'implantation. Et donc sur le territoire, on va voir est-ce que les matières premières sont disponibles? Est-ce que l'infrastructure est disponible? Est-ce qu'il y a suffisamment de clients? Est-ce qu'il y a suffisamment de ressources humaines qualifiées qu'on peut recruter? Par exemple, si vous comparez Casablanca avec une autre ville, une petite ville, bien sûr, ce n'est pas la même infrastructure, ce n'est pas le même, je dirais, écosystème économique, on n'a pas le même accès à la matière première, donc il y a des différences. Et effectivement, l'environnement géographique, il est important, parce qu'à chaque implantation, à chaque territoire, à chaque localité, c'est par rapport au local, nous avons des spécificités en matière d'accès aux matières premières, à l'infrastructure, l'importance
de la consommation, l'importance et la présence des ressources humaines qualifiées, de la main-d'œuvre qualifiée, et à partir de là, donc, on va distinguer donc les composantes de chaque environnement. Oui, effectivement, les Turcs maintenant sont obligés de payer la douane parce que le contrat a été modifié. C'est pour cela qu'on vous a dit que l'environnement change. L'environnement n'est pas stable. Ce qui est valable aujourd'hui ne le sera pas demain, il ne le sera pas ultérieurement. Préalablement, il y avait un accord de libre-échange entre le Maroc et la Turquie, selon lequel on accorde toute la liberté aux marques turques, aux entreprises turques de venir s'installer au Maroc et de réaliser une activité économique. Aujourd'hui, pour des considérations politiques, donc on cherche à protéger les entreprises marocaines, les entreprises locales, pour un peu baisser le degré de concurrence. Effectivement, aujourd'hui, il y a des négociations entre le Maroc et la Turquie de manière à modifier les paramètres de cette convention. Et c'est pour cela d'ailleurs que l'environnement change, parce que pratiquement chaque jour, il y a des modifications, il y a des changements et des fluctuations sur l'environnement. D'où l'importance pour un manager d'être à l'écoute de l'environnement et de surveiller cet environnement. Oui, on vous a dit que souvent, la grande entreprise, elle est plus à l'aise. Elle est plus à l'aise par rapport à sa relation avec l'environnement que la petite et moyenne entreprise. Je vous donne un simple exemple. Par exemple, quand on va solliciter une banque, je suis une entreprise, j'ai besoin de l'argent, donc j'ai besoin d'un financement. Une grande entreprise, quand elle va contacter la banque, elle aura plus de facilité à avoir le financement. Pourquoi? Parce qu'elle a des garanties, elle a un capital social important, elle a un résultat de l'exercice important, donc elle a une performance beaucoup plus importante parce qu'elle est grande. Donc elle a une dimension grande. Donc elle réalise un chiffre d'affaires supérieur à 175 millions de dirhams et donc elle a vraiment de la sécurité financière. Alors qu'une petite entreprise dont le chiffre d'affaires est inférieur à 3 millions de dirhams, elle est fragile de point de vue économique. Et par conséquent, la banque ne va pas accorder facilement et systématiquement l'argent aux petites entreprises parce qu'ils sont fragiles et ils peuvent être en difficulté rapidement par rapport aux grandes entreprises. C'est pour cela que généralement, on considère que les grandes entreprises sont plus à l'aise dans leur relation avec l'environnement, alors que les PME, les petites et moyennes entreprises, sont quand même fragiles par rapport à cet environnement. L'environnement social renvoie aux relations sociales entre employés et employeurs, entre l'entreprise et les syndicats, entre l'entreprise et les associations d'influence, alors que l'environnement socioculturel renvoie aux spécificités culturelles, les coutumes, les traditions, les croyances religieuses. C'est tout à fait différent, ce n'est pas la même chose. Il y a une différence entre l'environnement social qui renvoie aux relations sociales que l'entreprise peut avoir avec les salariés, les syndicats, les associations d'influence, alors que l'environnement socioculturel renvoie à la culture, aux coutumes, aux traditions, aux normes sociales, aux croyances religieuses qui expliquent les comportements et les attitudes des individus, notamment les consommateurs. Bien sûr, vous aurez le PDF à la fin de chaque séance, de manière à vous approfondir les idées et les connaissances développées. Donc voilà, je pense que je vais terminer la séance sur ce point. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Donc, je vous souhaite bon courage et à très bientôt. Très bonne continuation.